Bon alors, c'était sympa l'acte 1 là, non? Ouais, j'avoue, ouais, c'était super. Bon, on va s'en jeter un petit maintenant? Ah bah écoute, moi je suis partant. Allez. Bon, avant de se projeter 30 ans dans l'avenir, il faut quand même dire un mot sur la situation actuelle de laquelle on part. Parce que c'est pas folichon, folichon. Ah bon? Je rappelle, pour ceux qui tombent des nues, que le taux de pauvreté en France est aujourd'hui de 14,7%, si l'on prend comme définition 60% du revenu médian. Ce taux a évolué depuis les 30 Glorieuses. Il est passé de plus de 18% au début des années 70 à 12,5% en 2004, et depuis, il ne fait qu'augmenter. 14,7% de taux de pauvreté, ça veut dire, concrètement, que 9 millions de Françaises et de Français vivent avec moins de 1000 € par mois. 9 millions, c'est pas rien. Selon la Fondation l'Abbé Pierre, parmi ces 9 millions de personnes, il y a 140 000 SDF, 1,8 million en attente d'un logement social, 400 000 en hébergement contraint chez des parents ou des amis, et 200 000 étudiants en situation précaire, dont certains sont même obligés de se prostituer pour payer leur loyer. Donc on voit que la pauvreté s'installe durablement dans notre pays. Et c'est totalement cohérent avec le taux de chômage élevé de notre pays. Lorsqu'on prend la catégorie A des chômeurs, plus les temps ultra partiels des catégories B et C, et ceux cachés en formation dans la catégorie D, qu'on rajoute ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, soit au RSA, soit les jeunes sans qualification, cela fait presque 8 millions de chômeurs ou pseudo-chômeurs. Pour ceux qui ont la chance de décrocher un job, 70% des nouveaux contrats sont signés en CDD. Tu parles d'une chance. Chez les classes moyennes employées, une épidémie de burn-out a fait son apparition, à cause de conditions de travail impitoyables dans certains secteurs. De plus en plus de gens se suicident sur leur lieu de travail avec 300 à 400 cas par an. Et 2 agriculteurs mettent fin à leur existence chaque jour à cause des conditions indignes de leur rémunération. On ne respecte pas nos enseignants, qui ont des salaires parmi les moins élevés de l'OCDE, et qui travaillent dans des établissements souvent mal entretenus, mal équipés, parfois même délabrés, sans chauffage l'hiver comme à Marseille. Et les élèves sont eux réduits à des compétences opérationnelles, faute d'ambition pour leur éducation citoyenne. Les hôpitaux et les EHPAD sont en sous-effectif permanent, créant des conditions de travail à la chaîne. On n'a plus le temps de s'intéresser réellement aux patients et aux pensionnaires. On est arrivé à un point où 1 personne sur 3 renonce à des soins médicaux pour ne pas trop dépenser. On voit donc une France qui se paupérise et qui traite ses travailleurs comme des Kleenex. Et Macron a lancé un plan pauvreté de 8,5 milliards d'euros. C'est pas suffisant? Bon, on va dire que c'est un pansement qui n'est pas inutile dans l'urgence, mais qui ne répond pas à l'hémorragie économique du pays. Donc, puisque ça n'agit pas sur les causes profondes du problème, ça sert presque à rien. Si on prend maintenant les infrastructures, indispensables à l'économie et au bien-être des gens, on est dans une véritable dégradation accélérée. L'entretien des routes départementales a chuté de 35% en 10 ans. On les renouvelle en moyenne tous les 20 à 25 ans, alors que leur durée de vie optimale est de 15 ans, d'où les nids de poules. Pour les routes nationales, la dégradation se poursuit lentement, mais sûrement, et il n'y a plus que 47% de chaussées en bon état, selon un audit de 2017. Si un effort conséquent n'est pas fait, on pourrait se retrouver en 2037 avec 62% des chaussées très dégradées et donc dangereuses. Les ponts sont en voie avancée de décrépitude. Selon un rapport du Sénat, 25 000 sur 72 000 posent des problèmes de sécurité. Pour beaucoup, les armatures sont rongées par la corrosion. L'État n'investit que 45 millions d'euros par an dans leur entretien, alors qu'il faudrait au moins 120 millions par an selon tous les experts. Et les canalisations d'eau sont aussi un sujet d'inquiétude puisque 20% de l'eau potable y est perdue à cause des fuites. Là, on aurait bien aimé voir le hashtag Make Our Pipes Great Again, tu vois. Notre réseau ferroviaire a besoin lui aussi d'un sérieux coup de jeune. Selon un audit de SNCF Réseau de 2018, la longueur des voies ayant atteint leur limite d'âge est très importante. Plus de 4000 km pour les petites lignes locales, 2000 km pour les lignes TER, et environ 3000 km pour les lignes nationales, LGV et de la région parisienne. Ceci malgré les efforts financiers importants de la SNCF depuis 2007, pour rattraper le retard pris dans les années 80-90. Oui, la SNCF s'est engagée sur un contrat de performance pour la période 2017-2026.
mais les montants sont encore trop justes. Toujours selon l'audit, malgré les 2,3 milliards d'euros annuels promis par la SNCF, il manque 520 millions d'euros par an sur cette période pour renouveler correctement les voies et appareils de voie, les ouvrages d'art, les dispositifs de traction électrique et la signalisation. Ce qui n'augure rien de bon pour la suite quand on sait que beaucoup de lignes régionales sont menacées de fermeture. Notre réseau ferré est encore l'un des plus performants du monde, donc jouer la demi-mesure n'est pas très responsable. On pourrait citer d'autres cas, mais je pense que vous avez saisi. On a du boulot sur la planche. C'est dingue, mais dans ma vie quotidienne, je ressens pas tous ces problèmes, moi. Alors il y a un truc qu'il faut vraiment que vous compreniez. Si tout ça tient plus ou moins encore debout, c'est seulement grâce à 3 choses. L'impulsion des 30 Glorieuses, qui maintient le niveau de vie réel des gens, l'exploitation de la main-d'œuvre pas chère à l'étranger ou immigrée, et la dette, qui maquille le désastre en faisant croire qu'on a les moyens de payer pour tout ce qu'on a. Dès lors qu'une crise financière arrivera, beaucoup de choses que vous prenez pour acquises se volatiliseront aussi sec. C'est un peu rabat-joie. Non, je regarde juste la réalité en face. Je vois qu'il y a des choses qui vont bien, mais qui sont menacées, et je vois des choses qui vont mal et qui doivent être urgemment réparées. C'est tout. Et c'est pourquoi la première étape des prochaines 30 Glorieuses doit être de déclarer un état d'urgence économique. Il faut reconstruire notre pays, employer très vite les chômeurs et les précaires, remplir les carnets de commandes des entreprises, pour créer une piste de décollage économique et social. Sinon, on décolle sur rien. On n'a plus le choix. On doit le faire pour la dignité de tous. Je vois qu'il subsiste un paradoxe pour certains entre le niveau de vie qu'ils ressentent et la réalité du délitement économique. C'est parce qu'ils ne regardent pas là où il faudrait. J'ai beaucoup parlé dans l'acte 1 de la productivité physique du travail, comme d'un critère qui explique le grand bond en avant du niveau de vie des Français. Eh bien, à l'inverse, c'est la stagnation de cette productivité qui engendre les problèmes. Pour l'instant, on va prendre une approximation courante de cette notion qu'on appelle la productivité horaire du travail, et qui se définit comme la quantité de PIB générée par heure de travail. Ça fera l'affaire pour le moment, même si on sait que le PIB, c'est pas un bon indicateur de la richesse réelle. C'est même pas bon du tout. Mais on fait avec ce qu'on a. Si l'on regarde l'évolution de cette productivité horaire sur le long terme, on voit qu'elle a d'abord monté en flèche dans les 30 Glorieuses. Et puis, vous voyez, il y a eu une cassure de rythme en 1973, suite aux différents chocs pétroliers. Et une nouvelle cassure en 2007, suite à la crise financière. On peut le voir d'une autre façon en regardant le taux de croissance annuel de cette productivité. La tendance est clairement à la baisse. C'est-à-dire que la productivité augmente de moins en moins vite. Ça ne veut pas dire que la productivité elle-même diminue, pas encore, mais seulement que son rythme d'accroissement ralentit. C'est juste un reflet sur le mur de la caverne économique, hein. Mais ça suffit à expliquer pourquoi notre niveau de vie stagne, et pourquoi si l'on continue, il risque de diminuer sérieusement. La reconstruction que je vous propose vise à stopper net cette tendance et à remettre notre économie en état de préparer l'avenir. Une reconstruction avant une modernisation, un peu comme dans les 30 Glorieuses en fait. Un premier chantier colossal sera la remise en état des infrastructures nationales. Parce que si on n'a pas de bonnes infrastructures, le reste suivra pas. Routes, ponts, voies ferrées, canalisations, réseaux électriques. On fera l'inventaire de tout ce qu'il y a à faire. On fera ça devant les caméras, en direct. L'État prendra ses responsabilités en aidant les entreprises à offrir des boulots bien payés à tous. Ce n'est que comme ça que l'on pourra en finir avec le chômage et l'absence de motivation des chômeurs. C'est pas juste en coupant les aides sociales qu'on changera les choses en profondeur. Par contre, il va falloir mettre en place une véritable formation accélérée de masse pour mettre à niveau les chômeurs. On visera en priorité les jeunes sans qualification, mais il ne faut pas oublier les seniors, qui ont beaucoup de mal à revenir sur le marché du travail. Et on prévoira un accompagnement psychologique des travailleurs, parce que la crise a fait d'énormes dégâts de ce côté-là. Les départs en retraite des baby-boomers joueront un peu en notre faveur, puisque à eux seuls, ils représenteront 600 000 emplois vacants par an à pourvoir, ce qui n'est pas négligeable. Mais il faudra prévoir une transmission de l'expérience avant, sinon les jeunes vont être paumés. Et si on vous explique votre métier, vous dites pas « Ok boomer ». Okay. Il y aura des métiers de tout niveau de qualification, du manœuvre à l'ingénieur, en passant par le technicien qualifié, le chef de chantier, il y en aura pour tout le monde.
On formera la plupart des travailleurs sur le tas, comme on a fait sous Roosevelt ou dans l'après-guerre. L'objectif est aussi de se fournir autant que possible dans des entreprises françaises pour stimuler le renouveau industriel. Sinon, ça profitera à ceux qui importent chez nous, et c'est pas forcément le but en fait. Mais bon, si on n'a pas le choix, on va pas rien faire, quoi. Et surtout, on veillera à ce que tous ces travaux soient réellement productifs, et pas juste une façon d'employer des gens à creuser des trous et les reboucher, ce qui sert à rien. Ah bon, mais moi j'avais dit que... Ouch. Attends, là. Tu finances comment tout ça, là? Hé, il est marrant, lui. Eh, l'argent, ça pousse pas sur les arbres, hein. Ah, encore un qui n'a pas regardé assidûment mes vidéos de l'épisode 4. Petit coquin, va. Je vais pas revenir dessus dans cet épisode, mais c'est une discussion à avoir, c'est clair. La seule chose à retenir pour l'instant, c'est que quand une chose est nécessaire, il faut la faire. Et puis c'est tout. Après, on se débrouille pour trouver les moyens financiers. Il y a plein de moyens, on peut en discuter et je ferai sûrement une vidéo dessus. Dans tous les cas, l'argent ne doit pas être une limitation. C'est seulement la capacité de production physique qui doit déterminer les limites. Notre capacité à mobiliser des équipements, des outils, de la matière, de la main-d'œuvre qualifiée. L'argent, c'est juste une convention. Ok ? On en reparlera. Mais revenons à notre chantier. Voici les secteurs qui seront prioritaires. Le logement. Il faut construire plus d'1 million de logements sociaux, aux normes de construction les plus modernes et écologiques, et bien répartis sur tout le territoire, pas juste agglomérés dans les villes. En même temps, faire un grand plan de rénovation des bâtiments anciens. Pas seulement thermique la rénovation, mais structurelle aussi. Il y a encore beaucoup de taudis en France. Donc les murs, les tuyaux, les circuits électriques, les réseaux de chaleur, tout doit y passer. Et malgré l'urgence, on veillera à ce que les travaux soient d'une qualité maximale et pas bâclés. Les prix ne seront pas tirés vers le bas, chaque artisan et ouvrier touchera un bon salaire. Ce sera une occasion unique de revaloriser les métiers de l'artisanat et la filière des lycées professionnels, dont on dénigre à tort aujourd'hui les capacités et l'utilité. Les canalisations d'eau. Ce sont des centaines de milliers de kilomètres de tuyaux à contrôler et des centaines de kilomètres à remplacer par des tronçons neufs. En PVC, ça c'est du bon plastique. Les voies ferrées. Comme on l'a vu, il faut augmenter l'effort de rénovation pour que plus un seul kilomètre de voie ne soit au-delà de sa limite d'âge. Cela entraînera une forte demande d'acier et sera l'occasion de réouvrir une aciérie ou deux en France. Mais on pensera au recyclage des vieux rails quand même. La signalisation doit être modernisée pour passer tous les postes mécaniques et électriques en postes informatiques, comme en Belgique ou en Suisse, où la gestion du réseau est plus centralisée. Ça, c'est un boulot qui va occuper les ingénieurs. Et pour certaines lignes encore non électrifiées, pas la peine de s'emmerder à mettre des câbles électriques partout, on aura recours au train à hydrogène d'Alstom. C'est moins coûteux, ça existe déjà, et puis c'est français. Les routes. Leur rénovation doit se faire sans tarder, en intégrant les nouvelles technologies de recyclage du bitume, d'Eurovia par exemple, voire en testant les biobitumes écologiques, et s'ils sont résistants, en équiper le plus d'axes routiers possible. Sinon, c'est pas la peine. Les ponts. Il faut d'abord en faire un audit complet, car apparemment, on a perdu toutes les archives historiques. Je sais, c'est impensable en France, et pourtant. En utilisant des drones et des appareils de mesure pour détecter les fissures, ce sera une occasion de créer une filière d'excellence exportable dans d'autres pays du monde. En règle générale, une politique de ferroutage, dont je parlerai dans l'acte 2, permettra de diminuer considérablement les camions sur les routes et sauvegardera d'autant nos infrastructures. L'Internet haut débit. Bon, ça peut paraître un luxe, mais non, plus au XXIe siècle. On doit créer un grand service public du numérique pour s'assurer que tous les Français aient accès à un Internet de haute qualité, par la fibre optique. Car au rythme actuel, défini par le marché, on n'aura pas fini avant 2030. Et c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est une condition indispensable pour sortir les communes rurales de l'isolement et encourager les familles et les entreprises à s'y installer. Ça désengorgera les métropoles et ça redynamisera les territoires. On ne doit pas attendre que le ruissellement opère sa magie. Ça n'arrivera pas. Il faut équiper les territoires pour qu'ils redeviennent attractifs. Et dans ce contexte, on pourra réimplanter plus naturellement des services publics de proximité. L'éducation. Il faut ressusciter des vocations pour ce métier indispensable au futur de notre société. Une augmentation immédiate de 20% des salaires des enseignants s'avère indispensable. Mais elle devra s'accompagner de moyens conséquents pour l'encadrement des élèves
la rénovation des établissements et les activités périscolaires, sans rejeter sur les maires la responsabilité financière. L'équilibre budgétaire n'a franchement pas sa place dans l'éducation. Les hôpitaux. On doit revaloriser immédiatement les rémunérations des infirmières et des infirmiers et embaucher autant que de besoin pour ne plus faire subir l'enfer aux soignants et aux patients. Il faut dans le même temps inverser la tendance des fermetures d'hôpitaux et au contraire lancer un grand plan de rénovation et de modernisation. L'équilibre budgétaire n'a franchement pas sa place dans la santé. Les maisons de retraite et la petite enfance. 100 000 aides-soignantes et 100 000 assistantes maternelles doivent être recrutées pour pallier aux sous-effectifs. On construira les milliers de crèches qui manquent et les milliers de maisons de retraite à prix décent qui manquent. D'ailleurs, mixer les deux générations, ce serait une bonne idée. Bon, il y a déjà des expériences qui marchent, hein, pourquoi pas. La maintenance des infrastructures. D'une manière générale, nous devons rattraper notre retard dans l'entretien de toutes les autres infrastructures du pays. Barrages, écluses, ports, équipements énergétiques, stades, piscines, parcs, bibliothèques, théâtres, salles de concert. On aura besoin de tout le monde pour retaper nos équipements. Et ça va en faire du boulot, croyez-moi. L'équilibre budgétaire n'a franchement pas sa place dans le domaine de l'infrastructure. Ah, c'est dingue, on peut vraiment le dire pour beaucoup de choses, hein. Mais surtout quand ça concerne les services publics, j'ai l'impression. Hein? Non? Ouais. Voilà, j'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais ça vous donne une idée de comment on peut rapidement redonner une dignité à notre pays. C'est la condition essentielle pour pouvoir aborder les 30 prochaines années avec sérénité et confiance. Et c'est aussi la seule façon de remettre d'aplomb notre appareil productif et notre main-d'œuvre pour qu'elle soit capable de relever les défis qui l'attendent. Ces défis, nous allons justement en parler dans le deuxième acte. Et croyez-moi, ils sont énormes. Alors préparez-vous, vous n'avez encore rien vu. Comme toujours, n'hésitez pas à contribuer financièrement pour qu'on continue ces vidéos, qu'on enthousiasme le plus de monde possible autour de ce plan de reconstruction et de modernisation. Parce qu'il va falloir être un paquet de gens pour changer les choses. C'est ce qu'on appelle, nous, un lobby citoyen contre le lobby financier. Et si vous voulez nous rejoindre, vous avez un lien dans la description. Je vous dis à bientôt. Et dis donc, j'ai pas eu beaucoup de texte aujourd'hui, moi. Là. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais t'en auras plus la prochaine fois. En même temps, j'étais pas trop dedans, là. Ouais, non, mais c'est ce que tu dis, là. Ça remet beaucoup de choses en question dans ma tête. Eh oui, je sais.